Donc je me présente, Jean-Sébastien Gras, Cayenne 212, j'ai fait Creda en 2015. Et à mes côtés, donc Tariq Momenia. Bonjour à tous, donc Tariq Momenia, moi je suis Cayenne 212 aussi, j'ai pas fait Creda, mais ça faisait longtemps ça. Ouais. Mais voilà, donc j'ai fait une autre expertise, en l'occurrence supply chain à Paris aussi, et je me suis lancé dans la création de Delphi avec JS en 2017. Du coup, donc là ça va bientôt faire 3 ans que la boîte est lancée. Donc l'objectif initial en fait c'est de créer une boîte de télémédecine en fait pour lutter contre les problématiques d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire national, proposer une solution finalement qui soit une alternative au manque de ressources médicales. Donc on a un parcours un peu particulier Jean-Sébastien et moi parce qu'après les arts du coup on a bossé dans la même boîte qui était une boîte de conseil aussi, donc on vient du conseil dans l'industrie pharma. Donc c'est pas forcément un milieu où les gars sont surreprésentés. Et quoique on était quand même beaucoup de gazards et bon, on se faisait rentrer les uns les autres dans la boîte. Hein, donc bon, voilà. À partir du moment où ils ont fait rentrer le premier, c'était fini. C'était foutu. Voilà. Voilà, donc on bossait pour l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, du coup, pour les conseiller sur l'optimisation de leur force de vente, de leur réseau de commerciaux, du coup, sur le terrain, qui vont prospecter les médecins, les pharmacies, etc. Et du coup, ça nous a permis de mettre un premier pied dans le médical et du coup de lancer la boîte. Donc, ce qu'on a voulu faire, alors, je ne sais pas si la zapette marche, parce qu'avec le Mac, à mon avis, ça ne marche pas. On va s'alterner. En gros, en fin 2016, on est parti de Paris et on a créé donc Elfi donc dans le sud de la France. On est basé à Marseille. On est retourné aux sources. Et pour faire simple, en gros, Elfi, l'idée c'est de faire la téléconsultation pour connecter les endroits où il n'y a pas de médecin en France, où il y a très peu de médecins en France, avec les endroits où il y en a un peu plus, comme dans le sud de la France. Donc là, il y a une rapide chronologie en fait où on peut voir l'aventure depuis le début jusqu'à maintenant. On va un petit peu détailler en détail ensuite. On a commencé en janvier 2017 et ça a été déjà d'obtenir une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le chômage, parce que c'est important quand on crée une boîte d'avoir le chômage, c'est vachement bien. On en parle pas assez. On en parle pas assez, c'est le meilleur business angel de France, le chômage. Vraiment. Ensuite, du coup, on s'est lancé à Marseille. Ça a été une phase d'études, mais rapidement, il a fallu aller sur le terrain parce que les déserts médicaux à Marseille, il n'y en a pas. Hein, on a des médecins quand même. Donc, ça a été beaucoup de déplacements et c'était toujours beaucoup de déplacements en Auvergne, en Rhône-Alpes, en région centre. Et il y a eu des communes intéressées et des députés qui ont été intéressés par notre approche. Et donc, on a pu commencer à mettre des cabinets de téléconsultation qu'on vous montrera après dans le Loiret. Donc, on n'était pas destiné à aller dans le Loiret, mais en tout cas, on a mis des cabinets dans le Loiret. Donc ensuite, on va un peu vous montrer comment ça se passe. Je vais faire les retours, moi. Rapidement, du coup, petit rappel chronologique. En l'occurrence, effectivement, ce qui nous a permis de démarrer, ça a été de prendre contact avec des élus, donc principalement des députés, en l'occurrence. Il y en a un qui s'est montré particulièrement intéressé par notre solution et par notre approche. Il s'agit de docteur Jean-Pierre Dor, du coup, qui est un cardiologue et député du Loiret, ex-maire de Montargis, qui a beaucoup cru au projet à l'époque où c'était encore une ébauche finalement, c'était encore quelques slides sur un PowerPoint, et du coup qui nous a permis d'accélérer, qui nous a permis de contacter plusieurs maires de sa circonscription, qui nous a permis de mettre en place un premier prototype finalement, c'est-à-dire un cabinet de téléconsultation différent de tout ce qui se faisait comme initiative dans la télémédecine. Donc rapidement, petit benchmark et état des lieux de ce qui se fait. On a 2 formes de télémédecine principales. Dans un premier temps, on a les cabines ou alors les stations de téléconsultation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est des cabines qui ressemblent un peu à des photomatons finalement, à l'intérieur desquels vous rentrez et vous faites vous-même vos prises de mesure. Vous allez prendre un stéthoscope par exemple, le poser sur vos foyers d'auscultation et le médecin à distance est censé bien vous entendre, etc. Sauf que petite parenthèse, maintenant on montre aux infirmières comment faire de l'auscultation. Nous qui sommes ingénieurs, on leur montre comment utiliser un stéthoscope connecté ou un otoscope. Donc, comme quoi ça mène à tous les arts et métiers. Hein. C'est vraiment... Absolument. Donc la problématique principale du coup de ce genre de solution, c'est surtout de se dire que le patient seul dans une cabine donc autonome de téléconsultation, il va être incapable d'aller prendre l'autoscope pour aller viser son tympan, donc en tirant sur son oreille pour essayer de voir son conduit auditif. Il va être incapable d'aller prendre le stéthoscope pour le positionner sur son dos pour essayer de faire une auscultation pulmonaire. C'est des choses qui demandent un minimum déjà d'entraînement, de formation, qui demandent et en plus qui sont pas forcément accessibles aux personnes les plus âgées, etc. Donc voilà, donc ça c'est la première forme de téléconsultation, et la deuxième, c'est une forme qui est un peu plus souple, disons, c'est des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous connecter, à la manière de Doctolib du coup, que vous connaissez tous j'imagine, sur lesquelles vous pouvez vous connecter, prendre rendez-vous avec un médecin à distance, depuis chez vous du coup, avec votre ordinateur et consulter directement via votre webcam.
Donc nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est reproduire un cabinet médical qui soit le plus proche de la réalité. Donc là, c'est la première version de nos chariots qu'on voit derrière, qui est très moche. Vous verrez après, il a un peu changé, maintenant il est mieux. Et donc c'est une des infirmières qui travaille pour nous, qui est en train de sculpter donc, le tympan d'un patient avec le médecin qui est du coup en fond, qui voit le patient et le patient voit le médecin. Ils peuvent parler, donc il y a vraiment un lien permanent. Et ça, c'était du coup le premier cabinet de téléconsultation qu'on a ouvert, il y a maintenant à peu près 1 an et demi de ça en arrière. Depuis, il y a eu 2000 patients qui ont été pris en charge dans les cabinets du Loiret, qui sont les premiers cabinets à fonctionner. Bientôt, il y en aura plein d'autres. Voilà, ça c'est un autre cabinet de téléconsultation, du coup, avec un autre infirmier, un autre médecin, toujours dans le Loiret, parce que c'est vraiment là qu'on a commencé, c'est un peu là qu'on a, comment dire, notre ancrage territorial, alors qu'on n'est pas du tout de la région. On a donc Guillaume Prel, là, qui est l'infirmier qui est en train d'ausculter du coup un patient sous la supervision du médecin, sachant que ça c'est un article qui est paru dans le bulletin de l'ordre national des médecins, donc tous les médecins ont reçu, donc il nous a donné une certaine visibilité et surtout une certaine légitimité. On a eu de la chance parce que jusqu'à présent on a fait beaucoup de médias. Bon, là, c'est encore la même chose, donc on va pas trop rentrer en détail, mais en gros, l'infirmier peut faire toutes les mesures sur le patient. Donc, il peut écouter le cœur, il peut écouter les poumons, il peut prendre la tension, il peut voir le tympan, il peut voir la gorge, et ça, le médecin le voit en direct. Et en fait, l'infirmier devient le bras armé du médecin sur le terrain. Donc là, c'est une nouvelle version de notre chariot qui est un peu mieux, qui est un peu plus design, qui est beaucoup plus apprécié sur le terrain. Donc il a fallu 2 ans pour qu'on en arrive à ça, parce que les retours du terrain sont toujours bons à prendre et on a fait améliorer la solution. En plus, on a créé un logiciel, parce qu'avant on sous-traitait, maintenant on a notre propre logiciel de téléconsultation. Et c'est pas une mince affaire, parce qu'il faut respecter pas mal de règles d'un point de vue sécurité des données de santé, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, maintenant, ça y est, on est autonome par rapport à ça. On s'est lancé dans l'aventure dans l'idée de se dire qu'il fallait arriver le plus rapidement possible au marché, quitte à déléguer, à sous-traiter une grande partie des tâches. Du coup, et en fait, on pense vraiment que c'est la vision à avoir quand on crée une boîte, c'est-à-dire essayer de se concentrer finalement sur notre valeur ajoutée et non pas d'aller réinventer la roue. Du coup, c'est un principe de base qu'on essaie d'appliquer au quotidien. Donc, on s'est pas amusé à réinventer un stéthoscope, on s'est pas amusé à réinventer un otoscope, on s'est pas amusé à créer un logiciel de téléconsultation dès le départ, en se disant qu'on allait directement passer avec des prestataires, des éditeurs de logiciels qui ont l'habitude de faire ça. Alors pour la petite histoire, on est passé avec CGDIM au départ, donc qui est une société qui est absolument inconnue du grand public. Et j'ai aucun doute sur le fait que l'immense majorité d'entre vous n'a jamais entendu parler de CGDIM. Pourtant, CGDIM, c'est un groupe qui est coté en bourse, qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a encore quelques années faisait 1 milliard d'euros. C'est un des plus gros éditeurs de logiciels en France et qui a été fondé par un GADS, du coup, qui s'appelle Jean-Claude Labrune en l'occurrence. Et donc on est passé en direct au départ avec cette société-là, CGDIM, et directement avec son président fondateur, parce qu'on a des liens, parce qu'on a fait la même école. Petite anecdote aussi, la fraternité Gazzaric ne s'applique pas dans le business. Voilà, donc faites attention et relisez bien les lignes dans les contrats, c'est important. Voilà. Donc non, on a un peu trop fait confiance au départ et on vous conseille d'éviter. Donc ça c'est simplement la mise en avant qu'on a pu avoir depuis le départ. Alors il y en a d'autres, mais on a sélectionné les principaux. Parce que Challenge, ça fait un peu mieux que l'éclaireur du Gâtinais. C'est classe. Ouais. Du coup, on a eu la possibilité du coup de faire des médias nationaux, des médias un peu gros, d'autres moins gros, mais surtout d'avoir systématiquement une mise en avant et surtout du crédit donné par ces médias à chaque fois. La possibilité du coup de communiquer auprès de la patientèle, auprès de la population, pour leur faire comprendre qu'il y avait l'ouverture d'un cabinet dans leur commune et qui du coup ils allaient enfin avoir une possibilité, ce qui a permis petit à petit de faire monter les cabinets de téléconsultation en charge et d'augmenter la taille des créneaux de téléconsultation. En termes de résultats, c'est bon, là on est encore sur la phase de démarrage, ça fait 2 ans et demi qu'on a été créé officiellement, mais on a quand même eu plus de 2000 patients qui sont passés en téléconsultation et ça continue tous les jours dans les 6 cabinets en fonctionnement. Il y en a 4 de plus qui vont rejoindre d'ici Noël, si on est assez bon et qu'on arrive à les mettre en marche d'ici là. Il y en a plein d'autres dans d'autres régions et surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait vraiment un vrai service médical rendu, c'est pas que de la bobologie. Nous au début on pensait qu'on allait prendre en charge, que les médecins allaient prendre en charge que des pathologies assez simples, des angines, des choses assez simples. Et en fait, dans ces territoires, il s'avère que les patients n'ont plus de médecin du tout, donc ils arrivent et ils se retrouvent à avoir des détections de diabète, d'hypertension, des diagnostics des fois de cancer, donc choses vraiment très très graves. Et finalement, sans ça, ils seraient retrouvés à l'hôpital bien plus tard et avec des conséquences bien plus graves, parce que toute maladie grave, quand elle n'est pas prise en charge rapidement, forcément ça dégénère. Donc d'un point de vue médical, c'est un vrai service rendu à la population où on a déployé les cabinets. Et pour l'anecdote, du coup, au départ, on n'était que 2 dans la boîte, Jean-Sébastien et moi, et donc on prenait nous-mêmes les rendez-vous de patients. Donc on avait mis en place un standard téléphonique qui faisait que les patients, quand ils voulaient prendre rendez-vous, ils tombaient sur l'un de nous 2. Et n'étant pas formés à ça, on reste ingénieur, on n'est pas du tout professionnel de santé.
Et être confronté à un patient jeune ou moins jeune qui parfois nous expose ces problématiques qui peuvent être parfois très graves, c'est compliqué quoi. Donc ça nous a surtout permis de garder un pied sur le terrain et vraiment de réaliser l'importance finalement de ce qu'on était en train de réaliser et l'importance de mener le projet à bien et de répandre justement ce modèle de cabinet téléconsultation à l'ensemble des territoires qui en ont besoin. Donc en termes de chronologie, donc là on vous a parlé vraiment de la partie Elfi, ce qu'on fait, c'est la télémédecine, donc des cabinets de téléconsultation. Là maintenant on a lancé donc 2 autres projets, notamment la mallette de téléconsultation qu'on voit là. Alors si on l'a amené, c'est pas que pour vous, c'est qu'avant on était avec des pharmacies. Donc on a vu des pharmacies à Paris qui souhaiteraient en acheter pour pouvoir les mettre dans les pharmacies, pour pouvoir aussi les prêter aux infirmières ou aux infirmiers parisiens pour faire leur tournée directement chez les patients. Et en fait c'est la même chose que le cabinet, sauf que c'est portatif avec les mêmes instruments, les mêmes logiciels. Et comme ça au moins les patients qui ne peuvent pas se rendre au cabinet de téléconsultation, c'est l'infirmière qui va les voir directement chez eux. Donc c'est une approche inversée, c'est beaucoup pour les personnes âgées, pour éviter qu'elles finissent en EHPAD par exemple. Donc au moins le médecin peut avoir un suivi au domicile du patient, même s'il ne va pas lui-même au domicile du patient. Les personnes âgées ou même les personnes handicapées, du coup alitées, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, et malheureusement du coup les médecins ne se déplacent plus bien souvent, pas uniquement dans les déserts médicaux où ils sont sous l'eau, mais aussi malheureusement dans les zones urbaines. Là, on a un projet de téléconsultation du coup avec la sénatrice, en l'occurrence, de Seine-Saint-Denis, pour des problématiques un peu différentes. Les médecins ne se déplacent plus dans certains territoires, on vous laisse imaginer pourquoi. Et du coup, l'objectif, c'est de faire en sorte que les infirmières puissent être le relais du médecin dans ces territoires-là, puissent du coup déclencher des téléconsultations au domicile des patients avec les médecins distants, toujours avec les mêmes instruments. Du coup, on va pas les sortir, mais on a toujours le stéthoscope, l'autoscope, etc., qui permet de se connecter avec la tablette en l'occurrence et au médecin du coup d'entendre les bruits internes du patient, etc. Si on prend un petit peu de hauteur par rapport vraiment à l'activité médicale et technique, on a fait une levée de fonds. Donc on a fait une levée de fonds il y a maintenant quasiment 1 an. Alors la levée de fonds, ça a été long, ça a été compliqué. Il a fallu 1 an pour trouver les bons investisseurs. Donc, les bons avocats. Et les bons avocats, qui n'étaient pas les bons, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Et donc on a fait une levée de fonds avec l'Occitane en Provence, donc les cosmétiques, comme quoi ils investissent un petit peu dans des choses diverses et variées. Ça a pris 1 an pour les trouver, mais l'avantage, c'est que c'est un fonds d'investissement qu'on appelle familial, parce que ça appartient directement donc à l'entreprise elle-même. Et il n'y a pas de logique en fait de rentabilité à court terme. La plupart des fonds d'investissement, les VC, vous demandent en fait à 5 ans d'avoir une certaine rentabilité, et surtout ils vous demandent de sortir. Donc eux, ils veulent sortir à 5 ans, à 7 ans, pour pouvoir redonner l'argent aux personnes en fait qui leur ont confié de l'argent. Donc souvent ils intègrent ce qu'on appelle des clauses de liquidité. Donc là j'en profite pour en parler à ceux d'entre vous qui ont pour objet de monter une boîte, ou qui l'ont déjà fait du coup. La clause de liquidité, c'est une clause surprenante, c'est une clause qui peut vous chasser à n'importe quel moment. Ça vous met dehors de votre propre boîte. Voilà, à partir du moment où l'investisseur décide de sortir et qu'il trouve personne pour acheter donc uniquement ses parts, mais il a envie de vendre la totalité des parts. Il y a souvent des racheteurs, disons, qui veulent racheter l'intégralité d'une boîte, mais non pas 5, 6 ou 10%. Et dans ce cas-là, du coup, ça peut vous éjecter vous aussi. Donc, il y a des fonds d'investissement qui nous ont proposé de nous accompagner là-dessus, en nous disant qu'ils allaient intégrer une clause de liquidité, etc. Bon, en général, ils le disent pas tout de suite. Ils le disent quand c'est bien avancé. Et dans ces cas-là, du coup, il faut pas hésiter à faire marche arrière, quoi. C'est pour ça donc ça nous est arrivé, ça arrivait à des amis à nous. Voilà, donc. C'est pour ça qu'on a mis 1 an pour faire la levée de fonds, parce qu'on avait pas mal de propositions, mais c'était des VC parisiens qui étaient très bien, très renommés, mais toujours avec des clauses de liquidité. Aussi des banques. Les banques, quand elles font des levées de fonds, il y a aussi des clauses de liquidité, parce que l'argent après, il faut qu'il retourne à leurs clients, donc il faut que ça sorte à terme. Et le à terme, c'est 5 ans en général. Et voilà, donc on est parti avec l'Occitane parce qu'il n'y a pas ce genre de clause. Et c'est toujours pareil, c'est qu'un pacte d'actionnaires, ça se négocie, tout se négocie, comme un contrat de prêt. On a signé un contrat de prêt la semaine dernière, on a négocié, on a pu faire disparaître certaines clauses, en ajouter d'autres. Et c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où on entre dans une phase de négociation avec l'investisseur qui veut rentrer au capital, et on peut toujours essayer de faire sauter une clause, en l'occurrence quand elle nous arrange pas. Et évidemment, si on trouve pas de terrain d'entente, on vous conseille, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais on conseille de pas avancer là-dessus. Nous, on avait eu des conseillers d'ailleurs recommandés par le CLENAM pour nous conseiller d'un point de vue juridique pour certains contrats. Qu'on aurait dû écouter. Et voilà, il faut toujours écouter les gens qui sont experts dans leur secteur, parce qu'au début vous vous dites voilà, bon j'ai 25 ans, je crée une boîte, on propose un super contrat, je vais signer. Et finalement, 2 ans après, vous vous rendez compte que ce super contrat, il vous met dans une situation très très délicate. Donc c'est vraiment important d'écouter les conseils des experts comptables, des avocats et autres, parce qu'en général, ils connaissent mieux leur métier que nous. Donc autant les écouter quand ils donnent un conseil. Donc depuis, du coup, il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc on a pu faire effectivement une première levée de fonds avec le groupe L'Occitane. Ça nous a permis d'accélérer, ça nous a permis de recruter. On a recruté des personnes en stage. D'ailleurs, on recrute encore des stagiaires. Oui, on parlera à la fin. Voilà, on a pu recruter des personnes en stage. On a pu recruter des CDI aussi. Donc on a une personne qui est en CDI en tant que chargé d'affaires, du coup, et on en a recruté une autre en tant que développeur.
Donc lui aussi est en CDI dans la boîte, il développe nos solutions technologiques. Là, ça nous permet de prendre un peu notre envol par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure, qui consistait du coup à avoir externalisé une partie de la technologie, disons. Et du coup, vu qu'on n'a pas envie de passer par des prestataires encore, mais plutôt d'internaliser la tech, à un moment donné, il faut avoir des personnes capables de la développer. Voilà, là aujourd'hui, on a pu commencer un peu à se diversifier, c'est-à-dire qu'on a créé une première filiale du coup à Elfi qui s'appelle Elfi Formation. C'est pas très original, mais le but est de faire de la formation médicale auprès des professionnels de santé. Ça a deux enjeux. Le premier, c'est de générer du chiffre d'affaires immédiatement et c'est plutôt pas mal. Le deuxième, c'est d'évangéliser toute la population de professionnels de santé, principalement d'infirmiers, pour qu'ils soient nos relais de communication sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous formez des infirmiers à faire de la télémédecine, à un moment donné, ils vont forcément en parler autour d'eux, ils en parlent à leur mère, ils en parlent à leurs confrères. M-A-I-R-E. Oui, pas leur maman, mais bref, donc ils en parlent autour d'eux, quoi. Et ce qui nous permet, nous, du coup, d'avoir un peu plus de visibilité. Et aujourd'hui, ça a déjà été source de contrats, du coup, qui ont été mis en place grâce à ça, parce que les infirmiers ont entendu parler de nous, parce qu'ils nous ont vus en formation, parce qu'ils ont été formés à la télémédecine. Et voilà. C'est vraiment du commercial un peu indirect. C'est qu'en gros, c'est pas du démarchage dans le dur. Ils sont formés et en fait, ils se font prospecter indirectement sans s'en rendre compte. Bon, ils s'en rendent compte évidemment et après ils viennent nous voir, mais c'est une manière indirecte et en plus ils payent pour ça. Donc ça permet d'avoir des gens qu'on prospecte et qui payent pour être formés. Donc c'est une pierre de coups et c'est plutôt intéressant. Donc là, la personne qu'on voit dans le fond, c'est Lucas, en l'occurrence, qui est la première personne qu'on a recrutée en CDI, qui est infirmier et qu'on a recruté en tant que chargé d'affaires, parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui veulent se diversifier, qui veulent faire autre chose, du coup. Et donc ça tombait très bien pour nous d'avoir un infirmier en interne, finalement, d'avoir un vrai professionnel de santé capable d'aller parler avec ses confrères. Donc si on prend un peu la chronologie, là maintenant on arrive sur la fin de l'année 2019 et on va lancer une troisième branche boîte, enfin c'est plutôt une boîte du coup. C'est un site de prise de rendez-vous pour concurrencer Doctolib, pour faire simple. Hein. Et donc on va faire une levée de fonds, dans les prochaines semaines pour pouvoir faire ça. Et ça va nous permettre aussi d'internaliser la prise de rendez-vous pour nos cabinets de téléconsultation, encore une fois, mais aussi de proposer à tous les médecins en France qui ont un agenda en ligne. Pour faire simple, Doctolib, ça coûte 129 € par mois à un médecin. Donc c'est très très cher. Il y en a plein qui ont Doctolib, mais il y en a beaucoup d'autres qui l'ont pas parce qu'ils trouvent ça trop cher. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une approche un peu plus agressive pour un peu casser le marché. Il y en a surtout beaucoup qui se disent, oui, effectivement, je paye 129 € par mois, mais ça passe dans mes charges et ça me permet quand même d'avoir un apport de patientèle supplémentaire, donc ça reste intéressant. Mais il y en a d'autres qui se disent, moi j'ai suffisamment de patients et pourquoi est-ce que j'irais payer aussi cher juste pour de la gestion de mon agenda en ligne? Et c'est cela, nous, qu'on va adresser avec une offre effectivement beaucoup moins chère. L'objectif étant de casser complètement les tarifs pour qu'on puisse faire parler de nous, avec des moyens, des canaux de communication un peu alternatifs, un peu originaux. Donc on a la chance surtout, c'est assez rare finalement, d'avoir réalisé une levée de fonds avant même de déposer les statuts de la boîte. Donc voilà, ça devrait être imminent et arriver dans les... Et donc là, ce qu'on voit, c'est le site Ma Blouse Blanche qui existe depuis maintenant un an et demi quasiment. C'est Tariq qui l'a codé, parce que Tariq a aussi des talents de développeur, en plus d'être ingénieur des arts et métiers. Il est codé un peu à l'arrache, mais ça marche à peu près. Et en fait, ce site, il va analyser les sites comme Doctolib et les concurrents de Doctolib, et que si vous cherchez un médecin sur mablouseblanche.fr, et vous allez avoir toutes les annonces de Doctolib et de ses concurrents. Ça centralise tout ça. Aujourd'hui, ça agit comme un comparateur de sites de prise de rendez-vous, ça agglomère l'information sur d'autres sites. Initialement, quand il a été codé, il y avait 3 sites principaux, c'était Doctolib évidemment, mais on connaît un peu moins leurs concurrents, mais il y avait Mon Docteur et Doc Avenue, du coup, qui sont les 3 principaux sites de prise de rendez-vous. Il y en a d'autres. Au départ, c'était plus une preuve de concept qui intégrait les 3 sites. Il s'avère que Doctolib a racheté Mon Docteur. Donc le numéro 1 a racheté le numéro 2. C'est un marché qui est relativement trusté par un seul acteur, en fait, qui a 98-99% de part de marché. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour depuis parce qu'à la base c'était juste une preuve de concept. Donc il n'y a que 2 sites qui sont référencés. Mais là l'objectif c'est d'aller un peu plus loin que ça en proposant la prise de rendez-vous directement sur notre site à nous du coup et de faire en sorte que le médecin ait enfin une alternative à la toute puissance de Doctolib, quoi. Donc si on reprend un peu tout ça dans les grandes lignes, la stratégie de Elfi et des autres branches, c'est de proposer vraiment une offre de e-santé cohérente, donc de la téléconsultation sur le terrain, de la téléconsultation en ligne pour les patients, comme Doctolib en fait, de la prise de rendez-vous pour les médecins, pour pouvoir avoir notre outil en interne, et de la formation médicale pour les médecins, les infirmiers, les pharmaciens. Donc là on est un peu sous l'eau, parce que forcément actuellement on est 4 dans la boîte, plus des freelances, mais bon c'est quand même pas beaucoup. Ça marche bien, il y a pas mal de demandes, et on est en train de chercher à s'agrandir un peu plus, tellement qu'on a du coup acheté nos locaux d'ailleurs à Marseille. Très bonne transition du coup. Oui, effectivement, donc ça nous a permis au départ, si vous voulez, de faire une levée de fonds avec l'Occitane, d'être accéléré dans leurs locaux. Donc à Marseille, ils ont créé un accélérateur de start-up. On est la première boîte à avoir rejoint cet accélérateur en l'occurrence. Donc Elfi est la première boîte à avoir rejoint l'accélérateur de l'Occitane en Provence.
Et il s'avère qu'on a eu pour ambition et pour volonté d'acheter nos locaux. Donc ça, c'est assez intéressant d'en parler aussi parce que c'est un montage relativement classique finalement qui suit le développement d'un entrepreneur et c'est le parcours logique. C'est qu'on s'est constitué en SCI, donc Société Civile Immobilière, pour faire l'acquisition d'un bien immobilier à l'intérieur duquel on allait mettre nos locaux. Et finalement, plutôt que de payer un loyer à l'Occitane, qui n'a pas forcément besoin de nous pour prospérer, mais autant du coup payer un loyer à la SCI et s'enrichir de manière indirecte. C'est ce que font énormément d'entrepreneurs, on en connaît beaucoup. Et voilà, donc ça fait partie du parcours logique. Parce que vraiment, ce qu'il faut voir quand on est entrepreneur, c'est que c'est pas forcément le salaire le plus important, c'est à la fin ce que vous allez en tirer comme capital. Donc le capital de la boîte, le jour où vous la revendez, ou si vous vendez des actions, même en gardant le contrôle. Mais aussi finalement les avantages comme les frais, ça c'est intéressant. Mais là, le coût de la SCI, c'est encore plus intéressant parce qu'on peut vous le dire, nous les locaux qu'on a achetés, ils coûtent 400 000 euros. Ça fait 2 000 euros de mensualité par mois. Ça veut dire que tous les mois, Tariq et moi, vu qu'on a 50-50, on a 1 000 euros en fait qui partent de la boîte et qui vont rembourser un prêt immobilier. Et au moins, ça vous fait un salaire qui n'est pas chargé par les URSSAF, en gros. Parce que quand vous versez en France 1 000 euros, ça va à peu près faire 1800, 1700, 1800 en fait, qu'il va falloir débourser par la boîte pour pouvoir financer votre salaire. Donc ça fait très très mal quand on se lance parce que forcément, en plus, bon, c'est pas forcément bien fait. Quand on se lance, normalement, il y a 12 mois où les charges sont quasiment inexistantes. Sauf qu'en général, les 12 premiers mois d'une boîte, vous ne versez pas de salaire. Donc moi, mon premier salaire, je l'ai versé au bout du 13e mois. Et donc j'ai eu le taux de charge maximum, en fait, comme si j'étais total. Même sûrement plus que total parce qu'eux, ils ont des abattements de charge. Donc c'est un peu le truc qui n'est pas intuitif, mais c'est comme ça. Et d'autant plus que quand on se lance, il y a des choses à savoir et des choses qu'on ne sait pas forcément. Il y a notamment un statut qui existe qui s'appelle le statut JEI, qui permet de diminuer drastiquement les charges du coup quand on se verse des salaires, etc. Problématique, c'est très compliqué d'obtenir ce statut. Ouais. En France, il y a beaucoup d'avantages pour la recherche. Donc c'est vrai que dès qu'on fait des thèses, ça peut être extrêmement intéressant. L'ingénierie, vous avez des crédits impôt innovation, c'est 30%. Alors c'est extrêmement intéressant, hein. Mais quand vous êtes une petite boîte, 30%, c'est pas suffisant pour financer vraiment un programme de recherche quand vous n'avez pas les moyens, hein. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si on se lance dans une problématique de recherche, mais de vraie recherche du coup, et encore plus quand on fait appel à des jeunes docteurs du coup qu'on recrute dans une société, on a la possibilité du coup d'intégrer tous les coûts finalement liés à toute cette recherche en l'occurrence, et donc de la faire passer via ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche, et du coup de se faire financer par l'État. Donc rétroactivement, et ça vaut du coup sur les 2 années précédentes, donc il faut quand même faire l'avance du salaire, mais au bout de 2 ans, du coup, on peut récupérer l'intégralité de tous les frais qu'on a engagés, que ce soit salaire ou frais liés à la recherche en général. Et normalement, on récupère jusqu'à 120% en fait. Donc on récupère même plus que ce qu'on a investi au départ. C'est vraiment dur à obtenir. Mais c'est très compliqué à obtenir. Voilà. Il y a d'autres choses, effectivement, comme il en parlait, crédit d'impôt innovation qui permet de récupérer du coup 30% des frais engagés pour l'innovation. Après, c'est toujours pareil, c'est la limite finalement et la bordure entre l'innovation et la recherche qui est parfois un peu difficile à trouver. C'est un peu flou et en fait, vu que c'est rétroactif, on peut vous dire 1 an et demi après, en fait, ce que vous considériez comme de la recherche, nous, les impôts, on considère que c'est l'innovation et du coup, vous ne serez jamais remboursé. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides parce qu'un salaire d'ingénieur pendant 1 an et demi à financer, c'est quand même à peu près 80 000 euros avec les charges. Donc, ça va vite, quoi. Ça va être compliqué. Alors on a fait une synthèse assez rapide de tout ça. C'est vrai que nous, moi je viens de Creda, donc je suis vraiment content de participer aujourd'hui parce que c'est un peu l'accomplissement. En Creda, quand même, ce qu'on nous inculte, c'est de pouvoir créer notre boîte. Donc c'est pas forcément quand on se lance à la sortie de l'école parce que c'est pas évident à la sortie de l'école dans la mesure où on n'a pas forcément les fonds pour se lancer. On n'a pas de chômage. On n'a pas de chômage, voilà. Donc c'est vrai que quand on se lance après avoir une petite expérience, moi j'avais travaillé pendant 1 an et demi, Tariq pendant 2 ans, plus de 2 ans. Donc on a eu autant de mois en fait de chômage pour se lancer. Je sais pas si dans l'assemblée il y en a beaucoup qui veulent se lancer rapidement ou à terme, mais en tout cas c'est une bonne expérience pour le coup. Et sachez qu'en tout cas nous actuellement on cherche des stagiaires pour 6 mois parce que c'est un peu le bazar chez nous à tout structurer vu qu'on lance pas plein de projets en simultané, et on cherche des ingénieurs parce que l'an dernier on a pris des stagiaires qui n'étaient pas ingénieurs. On a voulu se dire on va pas être sectaire, on va pas prendre que des ingénieurs dans notre boîte. Et avec du recul, on va plutôt prendre des ingénieurs cette année. Voilà, ce sera mieux. Voilà, donc je vous remercie pour nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on est ravis. Merci.